un trou. Et un beau trou. Enfin, beau ce n'est pas le mot. Gros plutôt. Mais pas beau, non. Sale, à vrai dire. Rien à voir avec ce qu'on voit dans les films lorsqu'une balle est tirée, un point rouge, un filet de sang, l'acteur qui s'effondre, non. Dans la vraie vie, une balle en plein visage, comme Monsieur Aigre en a reçu une, ce n'est pas très esthétique. Dans la réalité, c'est une plaie énorme, pleine de morceaux de chair dans des nuances de rouge, des morceaux de crâne mélangés aux organes broyés, le tout dégoulinant de sang et surmonté de 2 petits yeux éteints. Oui, c'est cru, c'est direct et c'est brutal, mais c'est ce qu'a fait Monsieur Gall, qui est brutal. Pourtant, à l'origine, Monsieur Gall est un joueur. Depuis sa jeunesse, il joue au casino, beaucoup et souvent, de grosses sommes. Et dans un premier temps, la chance lui avait souri. Il s'est même considérablement enrichi au point de mener une vie luxueuse sur la Côte d'Azur, avec villa, yacht, voiture de luxe, sorte de sainte trinité de l'hédoniste méditerranéen qu'il était. Il se prenait alors pour un Midas des tables de blackjack, transformant toutes ses mains en or. Mais il était en réalité un Prométhée, à qui le soleil des Alpes-Maritimes a fini par brûler les ailes. Assailli par les dettes de jeu qui s'accumulent et se multiplient de jour en jour, il emprunte encore, jusqu'à ce que les banques refusent de lui prêter le moindre centime. Il emprunte alors à un certain Monsieur Aigre, qui ne pourra pas davantage rembourser de ses quelques 300 000 € quand même. Alors il commence à recevoir des intimidations. On le suit en voiture, lui envoie des courriers menaçants, cela va même jusqu'à des violences physiques. Et face à cette situation apparemment insoluble, Monsieur Gall s'enfonce toujours plus vers le crime. Il se procure une arme, puis la porte toujours sur lui, prête à servir. Jusqu'à ce soir-là. Ce soir-là, comme tous les soirs, Monsieur Aigre attend dans sa voiture que Monsieur Gall sorte du travail pour le suivre jusque chez lui. Ce soir-là, il est presque prêt à renoncer à son argent. Mais il le suit quand même une dernière fois, et de plus près, histoire d'augmenter la pression. Il veut que Monsieur Gall sue de peur une dernière fois. Sauf que l'homme accélère et une course-poursuite s'engage. Après quelques minutes à rouler à toute vitesse, grisé par la sensation d'être un prédateur, Monsieur Aigre sort un cigare de sa poche, le porte à sa bouche. Il dégaine son zippo argenté sur lequel le soleil couchant de la côte fait briller un intense reflet métallique. Il lit la panique dans les yeux de Monsieur Gall, cette panique d'enfant qui a peur du noir lorsqu'on éteint la lumière. Et soudain, le verre qui se brise, le cigare soufflé par la balle, le visage arraché, la voiture qui fait des tonneaux, et Philippe Aigre qui rend son dernier souffle à travers sa bouche déchirée. La lumière s'éteint pour de bon. Monsieur Gall a tiré. D'abord, le meurtre. Le Code pénal définit le meurtre en son article 221-1 comme le fait de donner la mort volontairement à autrui. Les choses sont ici très simples. Monsieur Gall a tiré sur Monsieur Aigre, qui est mort de ce fait. Élément matériel. Pour l'intentionnalité, il est indéniable que pointer une arme chargée en direction de la victime et faire feu consciemment montre la volonté de commettre l'acte. Le meurtre ne fait pas réellement débat. Mais derrière l'atrocité de cet acte, il y a encore plus grave. C'est la préméditation qui, selon l'article 221-3 du Code pénal, transforme le meurtre en assassinat. Monsieur Gall s'achète une arme de poing. Pourquoi? Pourquoi faire? Est-ce pour se protéger en cas d'attaque? Peut-être a-t-il peur. Mais comment se protège-t-on avec un revolver? Cela permet-il d'arrêter les balles, d'arrêter un poison, de respirer sous l'eau si on veut nous noyer, de résister à une voiture qui veut nous renverser? Non. Une arme à feu n'a qu'une seule fonction, tuer. Mais qui tuer? La réponse est simple, tuer son créancier. Il veut se débarrasser de sa dette qu'il n'assume pas. En 1990, un arrêt du 17 décembre de la chambre criminelle retient la préméditation d'un meurtre du fait que le responsable a acheté un fusil avant de se rendre à une rencontre avec les victimes, lors de laquelle il les assassine. Nous sommes précisément dans ce cas. Monsieur Gall a acheté l'arme, la porte avec lui systématiquement prête à servir, en sachant qu'il est suivi tous les soirs par Monsieur Aigre, qu'il a l'intention de tuer. Le meurtre est matériellement et intentionnellement établi.
La préméditation ne saurait être sérieusement contestée, c'est un assassinat, point. Alors maintenant, la question de la légitime défense, de l'article 122-5 du Code. La défense l'abordera sans aucun doute en long, en large et surtout de travers, malheureusement, mais l'article impose deux conditions. Il faut une agression actuelle d'une part et une défense proportionnée d'autre part. Il y a, certes, ici un climat de menaces répétées, mais aucune agression actuelle au moment de l'acte. Donc, pas de légitime défense. Ensuite, voilà la situation. Monsieur Aigre suit Monsieur Gall en voiture. Ce dernier se retourne et tue l'autre d'une balle en pleine tête. Comment cela peut-il être proportionné? Alors on nous invoquera sans doute un arrêt fameux du tout aussi fameux tribunal correctionnel de Chambéry, un arrêt rendu il y a un peu plus de 117 ans, le 6 février 1907, qui nous dit que la légitime défense concerne aussi les cas où, je cite l'arrêt, celui qui se défend peut raisonnablement croire qu'il se trouve en péril. Et justement, raisonnablement, Monsieur Gall ne peut pas raisonnablement croire que l'homme à qui il doit 300 000 € s'apprête à le tuer. Il ne peut pas raisonnablement croire qu'il va essayer de lui tirer dessus depuis sa voiture. Il ne peut pas non plus raisonnablement se baser, je cite le dossier, sur une intention dans les yeux du chauffeur et un reflet métallique pour croire à une menace de mort imminente. C'est tout l'inverse d'un comportement raisonnable. Monsieur Aigre n'avait aucune raison de le tuer. L'intimider, oui. Le menacer, certainement. Le molester, pourquoi pas. Mais pas le tuer. Robert Badinter disait que la justice n'est pas la vengeance. Et ce n'est pas une vengeance que nous voulons. Nous voulons deux choses. Premièrement, protéger. Protéger la personne qui, demain, peut-être, sera au restaurant en face de Monsieur Gall et qui aura le malheur d'avoir un regard un peu trop menaçant ou un reflet métallique sur sa fourchette. Deuxièmement, dire qu'on ne tue pas pour effacer une dette, qu'un regard ne suffit pas pour être en situation de légitime défense. Et quand je me serai tu, quand la parole sera à la défense, on va vous sortir les violons, essayer de vous émouvoir, mais quand on vous parlera de l'enfance de Monsieur Gall, de son insécurité, peut-être même de ses problèmes de vue, et qu'on vous dira avec une voix tremblante « Mais ce pauvre homme est démuni, il se croyait menacé !» N'oubliez pas le visage détruit de Monsieur Aigre. N'oubliez pas sa chaise vide à la table du salon. N'oubliez pas sa mère qui a perdu un fils, sa femme qui désormais dort seule. Car un homme est mort. Ce n'est pas un jeu, le droit n'est pas un jeu. On ne peut pas, par une pirouette juridique, échapper à sa responsabilité et laisser des assassins vivre parmi nous. Un homme qui tue pour arranger ses affaires et effacer ses dettes doit être condamné. Si Monsieur Gall ressort libre de cette affaire, un assassin sera libre. Un homme capable de vivre avec une arme chargée sur lui. Un homme qui, pour une intention dans vos yeux et un reflet dans un pare-brise, peut dégainer. Voulez-vous qu'un tel homme soit en liberté? Voulez-vous pouvoir le croiser dans le métro à la sortie de cette audience? Voulez-vous qu'il puisse être dans la voiture devant vous quand vous prenez l'autoroute? Alors, quand vous songerez à la légitime défense, quand vous songerez au prétendu doute qui devrait profiter à l'accusé, vous penserez à ce trou entre ce qui reste de la bouche et les yeux vides de Philippe Aigre. Vous penserez à qui tenait l'arme, à qui a appuyé sur la détente. Vous penserez à ce regard menaçant, ce reflet métallique qui devrait disculper un assassin. Et vous verrez qu'il n'y a pas plus de légitime défense, qu'il n'y a de doute sur le fait que Monsieur Gall est un assassin. Et comme il n'y a guère plus grave que de tuer avec préméditation et qu'il faut à tout prix isoler cet homme de la société, il devra être condamné à la réclusion criminelle à perpétuité. Merci, monsieur. Nous allons désormais entendre la défense en la personne de monsieur Raphaël Duraillet.
Tu sais, c'est un monde étrange dans lequel je vis. Le matin, je peux parler à un ami, et le soir, pour un défaut de langage ou une dette impayée, mon patron peut me demander de le supprimer. Tels sont les mots de Roberto Saviano dans son livre journalistique sur les mafieux et les camorristes à Naples, Gomorrah. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs du tribunal, si vous avez un jour le malheur de contracter une dette de jeu auprès d'un mafieux, il n'y a que deux issues qui sont possibles. Le remboursement ou la mort. Il n'y a aucun d'entre deux. Et cette mort, ce doit être d'une violence mémorable afin de montrer l'exemple aux personnes qui empruntent. Ne vous avissez jamais à ne pas nous rembourser, sinon c'est ça qui va vous arriver, la mort. Et voyez-vous, j'ai écouté avec attention les réquisitions de monsieur le procureur de la République, et je dois dire qu'un détail de taille a été omis. Nous avons un agresseur et nous avons un agressé. Et c'est toujours l'agresseur et non l'agressé qui détermine la forme et l'intensité de la violence. Si l'agresseur utilise la violence, l'agressé n'aura d'autre choix que de répondre par la violence. L'agresseur, monsieur Philippe Aigre, mafieux notoirement connu pour son caractère impitoyable, n'exerçait pas seulement une violence de mots, une violence physique ou alors une violence intimidante, mais bien une violence qui, ce jour-là, visait à tuer monsieur Martingale, pour en faire un exemple. L'exemple de celui qui emprunte allègrement, qui ne rembourse pas et qui se fait tuer à cause de ça. Monsieur Martingale a simplement agi en réaction à une agression qui menaçait sa vie de manière imminente. Alors, Monsieur le Président, comment arrive-t-on tout d'abord à un tel niveau de violence et puis surtout une légitime défense caractérisée? Bon, tout d'abord, nous sommes dans un dossier qui incarne le vice. Voilà, nous avons de l'argent, nous avons de l'alcool, nous avons du jeu, nous avons l'appât du gain. On pourrait croire qu'on est en politique au vu de ces notions, mais non, c'est bien la vie de monsieur Martingale. Un joueur pathologique, prisonnier de ses démons, voilà, ne vivant que pour le jeu, passant sa vie isolé dans les casinos, et qui est totalement ruiné. Voilà, monsieur Martingale, c'est un homme qui n'a plus d'argent, et il décide, pour satisfaire sa pulsion du jeu dont il est prisonnier, d'emprunter de l'argent auprès d'une personne peu recommandable. Un repris de justice, un mafieux, du nom de Philippe Aigre. Cet homme lui prête de l'argent, 300 000 € à rembourser avec intérêt dans 2 mois. Monsieur Gall, évidemment, le dilapide au casino. Les 2 mois s'écoulent. Il commence tout d'abord à recevoir des menaces de mort, et puis les passages à tabac, et puis les violences physiques répétées, exigeant le remboursement. Monsieur Martingale est apeuré, terrifié, désespéré au bout du rouleau, et arrive cette nuit fatale. Monsieur Martingale roule de nuit sur la corniche quand soudain un SUV noir se rapproche à grande vitesse de manière dangereuse à quelques centimètres de son véhicule. La mort dans le rétroviseur. Il distingue le conducteur, monsieur Philippe Aigre, le regard menaçant et déterminé, semble dégainer un pistolet. Martingale, sentant le danger de mort imminent, de par la vitesse du véhicule et de par ce pistolet qu'il semble apercevoir, décide de sortir son revolver et de tirer volontairement sur monsieur Philippe Aigre. Monsieur Philippe Aigre sera mort sur le coup, et M. Martingale aura quelques blessures. Bon, la légitime défense, en temps normal, c'est un petit peu le Yéti. Voilà, c'est un petit peu le monstre du Loch Ness du droit. Tout le monde en rêve, personne ne l'a vu, encore moins touché, et voilà. Légitime défense dans la plupart des tribunaux français. Mais voyez-vous, Monsieur le Président, nous ne sommes pas dans ce cas de figure aujourd'hui, car nous avons des éléments objectifs nous disant que M. Martingale était évidemment en état de légitime défense. Bon, la légitime défense, c'est prévu par l'article 122-5 du Code pénal, et ça nécessite plusieurs choses. Une agression et une riposte nécessaire et proportionnée. Au niveau de l'agression, il faut qu'elle soit réelle. La jurisprudence nous définit la réalité de l'agression, l'actualité de l'agression, comme l'existence manifeste d'un péril de mort. Le dossier ici nous le montre très bien. Monsieur Philippe Aigre accélère avec sa voiture, la place juste derrière celle de Martingale, continue d'avancer, se rapproche de plus en plus. Nous avons un rapport d'expertise dans le dossier qui nous dit qu'une collision par l'arrière pouvait être mortelle. Je cite, « À cette vitesse, il suffit que le pare-choc du SUV vienne s'encastrer à l'arrière de sa berline pour qu'il en perde le contrôle. » Nous avons un SUV, un grand 4x4 qui est collé à l'arrière d'une berline et qui va à grande vitesse. Nous sommes évidemment dans un péril manifeste de mort. Monsieur Martingale l'avait compris et le caractère mortel de cette manœuvre est corroboré par le rapport d'expertise. Alors, vous savez, moi j'ai essayé non pas de faire du droit comparé, mais j'ai essayé de comparer cette méthode. Voilà, rouler à 180 km/h sur la corniche, taper à l'arrière, est-ce que c'est mortel à vous?
moi j'ai trouvé une méthode voilà, employée par la police américaine, ça s'appelle le PIT, taper une voiture par l'arrière pour la stopper. C'est une technique meurtrière, elle est sur la sellette aux États-Unis car elle est la deuxième cause de mort par la police après les armes. La voiture représentait un danger de mort imminent, et M. Gall en avait conscience. Alors vous savez, en jurisprudence, il existe des cas où l'on retient la certitude de l'agression grâce à ce qu'on appelle une agression vraisemblable. C'est-à-dire, voilà, des éléments dans le dossier sujets à interprétation, des attitudes équivoques de l'adversaire, des circonstances particulières qui peuvent nous amener à estimer qu'il y a eu au moins une agression apparente. Bon, la jurisprudence nous dit ceci, 20 mars 2001, il appartient de rechercher si l'auteur du coup de feu mortel pouvait raisonnablement croire, au moment où il a pris la décision de tirer, que son collègue était menacé de vie ou son intégrité physique. Monsieur le Président, Monsieur Gall avait toutes les raisons de penser que ce reflet lumineux était un pistolet. Tout d'abord de par la violence qu'il a subie, l'attitude menaçante de Monsieur Aigre, et de par cette conduite dangereuse qu'il pratiquait ce jour-là, comme dans cette jurisprudence. L'agression était vraisemblable. Mais l'agression était surtout certaine, réelle, de par la dangerosité et la vitesse de la voiture, vous l'aurez compris. Alors ensuite, il faut une riposte. La riposte, elle doit être nécessaire et proportionnée. On l'a vu, un seul impact à l'arrière du pare-choc pouvait être mortel. Alors moi, j'aurais une question à poser au ministère public. Qu'aurait pu faire M. Martingale? Si Martingale freine, il meurt. S'il va à gauche, il meurt. S'il va à droite, il meurt. S'il décide de ne rien faire, de se laisser aller, d'attendre, il se fait soit toucher mortellement par le véhicule, soit toucher mortellement par le pistolet. Monsieur Gall n'avait aucun choix. Et vous savez, cette décision de prendre un revolver et d'abattre un homme, mais elle n'est pas anodine. Elle s'inscrit dans un climat de menace, de violence physique répétée, exercée par un mafieux à qui il doit 300 000 euros. Mais 300 000 euros, Monsieur le Président, Mesdames, Monsieur du tribunal, mais c'est pas anodin. C'est évidemment attentatoire à l'honneur d'un mafieux, 300 000 euros de dette impayée. Et c'est pour ça que cette fois-ci, Monsieur Aigre, il n'envoie pas des petites frappes, il n'envoie pas des hommes de main, il y va tout seul, pour régler son compte, pour rétablir son honneur. Telle est la vérité dans ce dossier. Et évidemment, Martingale subit une agression qui est réelle. Avec la voiture, voit monsieur déterminé, menaçant, sortant un objet qui s'apparente à un pistolet. Et il sait évidemment que ça ne va pas être des violences, que ça ne va pas être des mots cette fois-ci, que ça va être un assassinat. Monsieur Philippe Aigre était venu pour le tuer, lui régler son compte. Alors vous savez, le ministère public ne l'a pas mentionné, nous avons énormément de jurisprudence, notamment avec des voitures, où la légitime défense a été retenue, étant caractérisée comme nécessaire et proportionnée. C'est une jurisprudence de la Chambre criminelle de la Cour de cassation du 24 février 2015. Bon, c'était un homme qui voyait une voiture sur le point d'écraser son collègue et qui décide de lui tirer dessus mortellement, car, je cite, « il n'existait aucun autre moyen de l'arrêter ». Et quel autre moyen que la mort Monsieur Gall possédait ce jour-là pour arrêter ce véhicule? Aucun. Tout comme dans cette jurisprudence, M. Gall a réagi à une agression qui aurait pu être mortelle. Nous ne sommes pas dans les caricatures du ministère public aujourd'hui. Nous ne sommes ni dans un cas d'autodéfense abusif qui surviendrait de par une crainte imaginaire, ni dans un cas de défense disproportionnée. Un homme voulant et souhaitant infliger la mort à un individu est légitime à recevoir la mort de la main de cet individu. Telle est la réalité de ce dossier. Alors, après avoir fait du droit en abondance, j'aimerais faire une expérience avec ce tribunal. J'aimerais voilà, qu'on fasse appel à nos talents d'acteurs hypothétiques et qu'on se mette tous dans la peau d'un homme politique modéré. On va prendre un prénom au hasard, Jean-Luc. Et Jean-Luc prend le dossier, le scrute un petit peu, et il fait cette conclusion. Mais enfin, Monsieur le Président, mais si toutes les personnes qui croisent des automobilistes qui décollent un peu trop et qui dégainent un reflet lumineux qui pourrait être des lunettes de soleil, hein, on est dans le sud en plus, évidemment, et qui à cause de cela leur mettrait une balle entre les deux yeux, mais la France serait le Far West. Et il aurait raison d'une certaine manière, sauf que ce dossier, avant d'être un dossier de légitime défense, c'est l'histoire d'une mort annoncée. La mort d'un homme qui emprunte et qui sait qu'il ne pourra pas rembourser. La mort d'un homme malade, que l'on menace et que l'on violente. Mais ni les menaces, ni les violences ne fonctionnent pour le remboursement de la dette. Alors qu'est-ce qu'on fait? Mettez-vous à la place de M. Philippe Aigre. Mais je vais laisser un homme tranquillement en liberté qui va voler 300 000 euros pour qu'il aille crier à toutes les fenêtres qu'il est possible, moi, de ne pas me rembourser. M. Philippe Aigre voulait le tuer ce jour-là pour rétablir son honneur et surtout pour en faire un exemple. Le ministère public
mais nous a fait une peinture presque méliorative, angélique de M. Aigre. Mais qui était réellement M. Philippe Aigre? C'est ça la question. Un petit voleur à la tire? Un prêteur minable de 20 ou 40 euros? Un mythomane qui se prend pour Tony Soprano? Non. Monsieur Philippe Aigre était une crapule de Ligue des Champions, un Mbappé du crime, un salaud de concours qui est prêt à vous raccourcir si vous ne respectez pas l'engagement passé. C'était ça, Monsieur Philippe Aigre. Et Monsieur Gall, voyant que ces menaces, que ces violences se transforment en agressions réelles, violentes, attentatoires à sa vie, n'a eu d'autre choix que de réagir en conséquence, de manière légitime. Vous l'aurez compris, Monsieur le Président, Madame, Messieurs du tribunal, si aujourd'hui, en plus du monopole des arguments juridiques, le monopole de la compassion devrait revenir à quelqu'un, c'est bien à M. Gall, et non à M. Aigre. Alors, le ministère public l'a dit, un homme est mort, oui, c'est toujours regrettable. Mais vous savez, je ne demande pas la Légion d'honneur pour M. Martingale, je demande simplement la justice. Car si vous suivez les réquisitions de M. le procureur de la République aujourd'hui, vous aurez jugé. Vous aurez jugé un homme qui a simplement eu le malheur de se défendre contre un individu sans pitié. Vous aurez jugé. Mais pourtant, vous n'aurez pas rendu justice. Car la justice, notre droit, nos règles et les circonstances de cet événement nous montrent évidemment que M. Martingale était dans un état de légitime défense. Relaxez, M. Gall. Relaxez, Martingale.